Madame l'ambassadrice, messieurs les préfets, messieurs les directeurs généraux, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs les représentants de l'autorité judiciaire, mesdames et messieurs les représentants des services de l'État, mesdames et messieurs les directeurs de sûreté, monsieur le président du club des directeurs de sécurité et de sûreté des entreprises, cher Stéphane Volant, mesdames, messieurs, et un salut tout particulier à monsieur le ministre Laurent Nunez, qui effectivement, je le sens bien, est ici chez lui, et qui, s'il fallait quelqu'un pour me rappeler à l'ordre dans mon agenda en ce mardi matin, c'était Laurent qui m'a dit évidemment qu'il fallait que je sois à vos côtés, parce que nous savons l'un et l'autre l'importance de votre place dans ce continuum de sécurité que nous devons construire ensemble. Voilà un sujet sérieux, comme le sont, monsieur le secrétaire général de la SNCF, aussi les rêves d'enfants. Et donc, une chose est sûre, c'est qu'autant on peut rêver un jour de piloter un train quand on est enfant, autant se projeter le ministre de l'Intérieur, si tel était le cas quand vous étiez petit, mérite peut-être un peu d'analyse sur ce sujet. Surtout qu'au terme de 2 mois et 1 jour de mon stage intensif de formation au métier de ministre de l'Intérieur, je peux vous dire qu'il y a des fonctions plus calmes, je dirais presque plus sécures que celle de ministre de l'Intérieur. Mais au-delà de ce clin d'œil, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, vous dire toute l'importance de notre présence sur cette question de la présence de la sécurité dans notre écosystème global. L'année dernière, je crois que c'était la première fois que vous aviez invité, qu'un ministre de l'Intérieur était convié à intervenir devant vous dans le cadre d'un tel événement. Et je vois dans cette nouvelle invitation que vous avez renouvelée à Laurent et moi un signe, une marque de confiance et d'estime dont je vous remercie chaleureusement. Mais il s'agit aussi, je crois, j'en suis même convaincu, d'un signal important qui marque par notre présence aussi l'intérêt fort de l'État pour cette nouvelle vision de l'écosystème de sécurité que nous devons construire ensemble. Pour la raison simple qu'il n'est plus sérieusement envisageable d'imaginer que nous soyons dans des mondes parallèles, des mondes distincts qui ont vocation, au fond, à ne pas se croiser. Dans cette idée où coexisterait à la fois le système régalien, l'initiative prise par les collectivités locales et à côté le secteur de la sécurité privée. Bien au contraire. Bien au contraire, nous savons que si nous voulons réussir à porter, à garantir la sécurité, la protection dont nos concitoyens, dans tous les moments de leur vie, qu'il s'agit un samedi après-midi au moment des courses, mais qu'il s'agit aussi de l'emploi au sein de nos entreprises dans une concurrence mondiale que l'on connaît, nous savons que c'est évidemment par ces complémentarités que nous devons agir. Et l'État, comme les entreprises que vous représentez, font face ensemble aux mêmes menaces et aux mêmes enjeux. Laurent Nunez, dans ses fonctions précédentes de directeur général de la sécurité intérieure, a pu mesurer à quel point l'État et le monde de l'entreprise ont établi cette relation riche et fructueuse. Lorsqu'il s'agit de protéger notre patrimoine, de détecter des cas, et vous les avez évoqués, de radicalisation parmi les personnels occupants des postes dans les secteurs les plus sensibles, mais aussi de faire face à des actions d'ingérence étrangère. C'est la réalité du monde dans lequel nous sommes. Et c'est la réalité à laquelle nous devons collectivement apporter des réponses. Et c'est pour ça que le gouvernement a fixé comme priorité la création de ce véritable continuum de sécurité entre services de police et de gendarmerie, élus locaux, police municipale, entreprises, mais aussi les citoyens qui ont toute leur place dans ce dispositif, dans cette ambition, dans cette exigence de sécurité et de protection. Et je veux vous dire, dès le début de mon propos, que cet objectif sera poursuivi avec ténacité. C'est un volet capital de la mise en œuvre de la police de sécurité du quotidien que nous construisons au plus près du terrain et pour lequel nous aurons besoin les uns les autres. Je crois, et j'assume, qu'il n'y a plus de tabou à confier au monde de l'entreprise privée les transports de fonds. Il n'y a plus de tabou à lui confier aussi la sécurité aéroportuaire, la surveillance physique, la sécurité incendie, la sécurisation des grands événements sportifs ou culturels, la protection rapprochée ou encore l'intelligence économique. Et donc, dès lors qu'il n'y a plus de tabou, ne perdons pas de temps à débattre de ces enjeux-là qui n'en sont plus. C'est ensemble que nous devons porter cette réponse collective. Je crois que nos concitoyens sont parfaitement prêts et l'ont parfaitement intégré face à ce changement. Et l'État doit être disposé à mieux partager ses compétences. Nos entreprises intègrent déjà largement la dimension sûreté dans leur stratégie et évidemment, il faut que cela se poursuive. Le secteur de la sécurité privée aspire, et c'est légitime au vu des efforts déjà consentis,
à entrer dans une forme d'ère de la maturité et de la confiance. Il doit se mettre en ordre de bataille pour faire face à ces nouveaux défis et j'attends, vu que vous m'invitez à attendre fermement du CDSE, qu'il contribue pleinement à cette évolution. Mesdames et messieurs, cher Stéphane Voland, aujourd'hui, une nouvelle dynamique est née. Elle existe, elle est là, vous la connaissez, vous la pratiquez, vous la vivez tous les jours, nous la vivons tous les jours, et évidemment, il nous faut l'accompagner. Et la reconnaissance de l'importance du secteur privé de la sécurité n'est pas dans ma bouche juste l'envie de vous faire plaisir, qui serait déjà un moment sympathique, mais peut-être pas suffisant. Et il suffit de regarder effectivement le travail qui a été demandé cette année par le Premier ministre aux parlementaires que vous avez évoqué, Monsieur le Président, Alice Thourot et Jean-Michel Fauvergue, qui vise justement à intégrer encore davantage les polices municipales et la sécurité privée dans le dispositif de sécurité intérieure de notre pays. Un certain nombre d'entre vous, vous l'avez rappelé, ont fortement participé à ces travaux. Vous avez formulé des propositions et je vous en remercie vivement parce que vous nous avez aidés à dessiner à travers ce rapport les lignes d'une stratégie renouvelée pour la sécurité intérieure dans laquelle chacun aura sa place et chacun saura précisément ce qu'il a à faire. Le rapport a été rendu le 11 septembre. Il est en cours d'analyse pour ces 78 propositions. Nous avons déjà, avec Laurent Nunez, rencontré les auteurs de ce rapport, mis en place des groupes de travail. La discussion va se poursuivre au début de l'année 2019 et j'aurai le plaisir de lancer une grande concertation sur ce sujet-là qui me permettra, au moment du lancement, de préciser les quelques axes prioritaires sur lesquels nous voulons avancer. Mais je vais vous dire une chose simple. Sur cette concertation, sur ces propositions, nous les examinerons sans rien nous interdire, sans tabou, sans frein, mais évidemment en respectant la place de chacun, à commencer par notre service public de la protection, mais qui doit effectivement œuvrer, s'appuyer en tant que de besoin et chaque fois que c'est nécessaire sur l'offre aussi de sécurité et de protection privée. Mais je crois qu'il faudra nous interroger sur les conditions dans lesquelles les agents privés pourront intervenir aussi sur de nouveaux espaces. Je pense à la voie publique, notamment aux abords immédiats des espaces qu'ils sécurisent. Mais je pense aussi qu'on peut réfléchir à confier aussi à des agents privés des gardes statiques devant des bâtiments. Ça n'est pas pour moi un sujet tabou, c'est une piste de travail sur laquelle nous devons avancer. Oui, il faudra s'interroger sur le rôle et le positionnement du directeur de sûreté dans les entreprises. Il doit pouvoir être reconnu comme porteur d'une stratégie au même titre que les autres cadres dirigeants. La sûreté, vous le savez mieux que quiconque, n'est pas un coût, c'est un investissement. Et c'est un investissement qui rapporte et qui rapporte massivement. Et c'est un investissement, je dirais, absolument indispensable aujourd'hui face aux stratégies plus virulentes de certains de vos concurrents. Il y va non seulement de la protection de nos infrastructures critiques, et je n'ai pas besoin de revenir sur le caractère stratégique que revêt aujourd'hui la protection des données informatiques, mais il y va également, je dirais, de la crédibilité, même de l'image d'une entreprise. Il y a sur ces enjeux des risques nouveaux. Regardez ce qui s'est passé il y a peu de temps au Maroc, où, via Internet, on a tenté de détruire une entreprise française nationale que chacun connaît ici. C'est aussi ça la réalité des nouveaux conflits auxquels nous devons faire face. Ils prennent des formes non attendues, les gilets jaunes, vous les avez évoqués, mais ils utiliseront aussi des vecteurs que les gilets jaunes utilisent eux-mêmes pour les alimenter en informations ou en fausses informations qui contribuent, je pense, aujourd'hui à une instabilité du système, de l'écosystème dans lequel nous sommes. Et donc oui, vous avez toute votre place sur ces sujets. Je crois vraiment que le responsable de la sûreté d'une entreprise n'est pas seulement le responsable managérial d'équipe de sécurité. C'est vraiment, et ce doit être un acteur central pour la notoriété d'une société, pour ses collaborateurs en France comme à l'étranger, pour ses clients et ses fournisseurs, ses processus de fabrication ou ses systèmes d'information. Et l'État est disposé à l'aider pour mener à bien sa mission, y compris en créant ce véritable réseau de confiance permettant d'échanger au plus haut niveau des informations sensibles. Vous l'avez évoqué, Monsieur le Président, Nicolas Lerner, le DGSI, vous en parlera lors de son intervention. Il est essentiel que ce cercle de confiance se construise entre nous. Je rappelle que partout sur le territoire, nous mettons à votre disposition des référents sûreté, policiers et gendarmes spécialisés, qui vous accompagnent sur des sujets comme la sécurisation des sites sensibles ou l'installation des systèmes de vidéoprotection.
Vous savez aussi qu'à l'étranger, les groupes français peuvent compter sur le réseau des attachés de sécurité intérieure, en particulier pour évaluer l'état des menaces, que ce soit en matière de terrorisme ou d'espionnage industriel. Par ailleurs, nos services spécialisés, je ne vais pas réévoquer la DGSI, mais je pense à elle en particulier, dispensent régulièrement des conférences aux cadres et salariés de sociétés qui, de par la sensibilité de leurs activités, de par la localisation aussi de leur production, se trouvent tout particulièrement exposés. Le partenariat avec le secteur privé, ce sont également les relations que nous entretenons directement et quotidiennement avec les professions exposées. Ainsi, le ministère de l'Intérieur a œuvré ces derniers mois avec les organisations professionnelles du commerce et de la bijouterie, joaillerie, pour ne citer que ces deux secteurs, afin de bâtir des projets de convention de partenariat. Ces projets sont désormais finalisés et je les signerai dans les prochaines semaines. Ils comprendront des dispositions nouvelles sur l'échange d'informations opérationnelles ou les actions de prévention pour lutter contre le risque terroriste ou la cybercriminalité. Des dispositifs plus innovants sont également prévus dans le secteur du commerce, autour de la reconnaissance de la fonction de coordonnateur en matière de gestion des crises, dans cet objectif essentiel de mieux prendre en compte, là aussi, la menace terroriste. Cette approche partenariale des questions de sécurité constitue l'un des axes fondateurs essentiels, c'est même la condition de sa réussite, de la sécurité du quotidien. Toutes les forces vives de notre pays doivent contribuer à la sécurité quotidienne de nos concitoyens et de notre pays. Cette mobilisation ne doit pas résulter de la seule mise en place de structures ou de textes. Elle doit être animée d'un véritable état d'esprit, d'une véritable motivation de l'ensemble des acteurs et de ceux qui, au fond, les embauchent et les portent. Comme le rappelle cette maxime de Thucydide, régulièrement reprise par la DGSI lors de ses conférences de sensibilisation, je le cite, « La sécurité de la cité tient moins à la solidité de ses fortifications qu'à la fermeté d'esprit de ses habitants. » Car nos ennemis, et je ne citerai aucun pays en particulier, ni aucune organisation, je resterai prudent devant vous, mais eux aussi font référence à ce même orateur grec qui affirme que l'épaisseur des remparts compte moins que la volonté de le prendre. C'est cela, la réalité contemporaine dans laquelle nous sommes. À quelques jours du Nouvel An, je voudrais aussi évoquer quelques étapes importantes qui nous attendent pour 2019. Tout d'abord, la fusion annoncée entre le Syndicat national des entreprises de sécurité et l'Union des entreprises et de sécurité privée. Je veux ici souligner, tout en rappelant l'attachement de l'État à l'indépendance des organisations professionnelles et syndicales, l'intérêt et le sérieux de cette démarche qui vise, en retrouvant le chemin de l'unité, en rassemblant les énergies, en capitalisant les réflexions et les propositions, à préparer le secteur de la sécurité privée à relever les défis majeurs de ces prochaines années, notamment dans la perspective des Jeux Olympiques de 2024. Je veux aussi évoquer la suppression de la taxe CNAPS. 2019 sera donc la dernière année du paiement de la taxe CNAPS. Il s'agit d'un geste concret, d'un effort important qui sera effectif au 1er janvier 2020 et qui doit, je pense, contribuer au choix sur les investissements nécessaires pour renforcer l'attractivité des métiers de sécurité. Je veux également insister sur la nécessaire régulation économique du secteur de la surveillance humaine. La branche prévention-sécurité, forte de ses 11 000 entreprises, de ses 170 000 salariés, a retrouvé depuis quelques années un certain dynamisme, comme le souligne une étude de l'INSEE réalisée en mai 2018 à la demande de la délégation aux coopérations de sécurité. En effet, le secteur de la sécurité privée a enregistré pour la période 2010-2017 une croissance de 36% en valeur, soit une progression annuelle d'activité de 4,5% et de plus de 26% en volume sur cette période considérée. La sécurité électronique présente quant à elle des résultats sur le plan macroéconomique encore plus encourageants. Ce secteur continue à créer de l'emploi et représente pour un grand nombre de personnes l'opportunité de bénéficier d'une formation qualifiante et de débouchés professionnels réels. Au fond, peu de secteurs d'activité en France présentent de telles caractéristiques. Profitez-en, profitons-en. Pourtant, à y regarder de près, la réalité d'un grand nombre d'entreprises de sécurité privée ne reflète pas ce constat et révèle au contraire des fragilités structurelles qui peuvent être préoccupantes. L'étude de l'INSEE que j'évoquais à l'instant nous indique que la marge moyenne, le taux de marge moyen pour ces entreprises se situe autour de 4%, ce qui, reconnaissons-le, est plutôt faible, et près de 25% des entreprises que j'évoque ont en réalité une rentabilité inférieure à 2%, ce qui est trop faible.
La conséquence, c'est que ces très petites entreprises, qui représentent 80% du nombre d'entreprises de sécurité privée, mais à peine 10% du chiffre d'affaires, sont fragiles sur le plan économique. Et de fait, sont parfois contraintes d'accepter des conditions tarifaires qui sont situées en dessous des prix minimums permettant de couvrir leurs charges. De fait, le recours au travail dissimulé peut naître de ces situations-là. Le marché de la sécurité privée connaît encore trop souvent des situations de concurrence déloyale qui s'appuient, comme le souligne le rapport des parlementaires Fauvergue et Toureau, sur une myriade de petites structures qui disparaissent aussi rapidement qu'elles sont nées, en fait liées à un événement, un moment, un engagement, ce qui ne correspond pas à la structuration dont nous avons besoin pour être pérennes. Aussi, je me félicite de la médiation engagée fin 2017 sous l'égide du préfet Philippe Alloncle, délégué aux coopérations de sécurité, avec le soutien du ministère de l'économie, mais aussi des acteurs de ce secteur, qui a rassemblé pour la première fois, je crois, tous les organismes professionnels des prestataires pour avancer sur ce sujet et pour trouver des solutions. Cette démarche unique a souligné la nécessité d'une structuration du secteur et a proposé d'avancer sur les notions de garantie financière et sur la limitation de la sous-traitance, qui sont d'ailleurs reprises dans le rapport parlementaire. Vous avez précisé dans ce cadre-là les modalités juridiques et techniques de leur mise en œuvre, et je souhaite que nous aboutissions à des évolutions concrètes dans ces domaines cruciaux pour le secteur. Ce secteur de la sécurité n'est pas un marché comme un autre. Au volet d'une régulation administrative mise en œuvre par le CNAPS, il convient, je crois, d'adjoindre un volet de régulation économique indispensable pour qu'on puisse, en son sein, faire émerger une majorité d'acteurs responsables et créateurs de valeur et donc d'emplois. À cet égard, un certain nombre d'acteurs, dont le CDSE en premier lieu et son président, que je salue à nouveau, ont courageusement choisi de prendre la responsabilité en tant que donneur d'ordre en demandant, dans le cadre d'une démarche commune avec les organisations professionnelles de la sécurité privée, la publication systématique de la liste des sociétés de sécurité autorisées par le CNAPS faisant l'objet de décisions d'interdiction temporaire d'exercice, de blâme ou de pénalités financières prononcées par ce dernier. Cette proposition témoigne, j'en suis convaincu, d'une volonté d'avancer vers la voie d'une responsabilisation renforcée. Elle fera l'objet d'expertises et de discussions complémentaires à l'occasion de la séquence de concertation que j'évoquais tout à l'heure. Autre étape importante à franchir en 2019, le développement de nouvelles activités de sécurité privée. Le secteur de la sécurité privée devrait également, je crois, l'année prochaine, donc dans les jours qui viennent, commencer à s'emparer des activités nouvelles pour créer de la valeur. Je pense notamment au sujet de l'activité de surveillance armée, qui témoigne de la confiance de l'État envers la sécurité privée, mais qui semble se heurter à des atermoiements de certains responsables. Nous devons avancer sur ce sujet. Je pense aussi à l'activité de détection cynophile d'explosifs sur laquelle les travaux sont en cours, ou à l'utilisation des nouvelles technologies, car les prestations de sûreté devront, à l'avenir, être en capacité d'apporter des réponses multiples et coordonnées, intégrant tous les outils nécessaires à l'intelligence artificielle. Enfin, le développement de la formation des personnels de sécurité privée sera l'un des enjeux majeurs, je crois, de l'année 2019. C'est un maillon faible, c'est encore un maillon faible de la sécurité privée. Alors qu'on sait que la formation doit être, et vous l'avez appréhendé, au cœur d'une attention toute particulière. Et nous devons, malgré les efforts qui ont déjà été faits en 2017, en 2018 sur cette dimension, poursuivre cela. Je crois qu'il est essentiel que nous puissions porter, évidemment, la question de la mention des activités de formation au sein du Code de sécurité intérieure, que nous devons faire vivre encore l'instauration de l'obligation de formation continue avec le maintien et l'actualisation des compétences dont l'effectivité conditionne désormais le renouvellement de la carte professionnelle. Et enfin, nous appuyer sur cette décision prise là encore ensemble de la certification des organismes de formation et le relèvement du niveau d'exigence pour les formateurs afin de poursuivre leurs efforts de moralisation et de professionnalisation du secteur. L'investissement dans la formation doit se poursuivre. Vous avez fait une grande partie du chemin, il est essentiel de continuer sur ce chemin-là, parce que c'est en améliorant le niveau des compétences des agents et en généralisant les critères de qualité que les entreprises de sécurité privée pourront élaborer de nouveaux modèles économiques plus équilibrés, mieux adaptés aux mutations profondes et extrêmement rapides que nous connaissons. L'objectif est bien de pouvoir s'appuyer sur un secteur privé fiable et solide. Cela passera
également par une montée en compétences des agents et par conséquent par une hausse des salaires. Cette hausse de compétences est initiée et doit se poursuivre. Voilà, mesdames et messieurs, les quelques réflexions que nous souhaitions partager avec vous, en vous renouvelant à la fois notre confiance, nos encouragements pour transformer ce secteur stratégique de la sécurité privée. Nous attendons, Monsieur le Président, beaucoup du CDSE pour contribuer à la montée en gamme des systèmes de sécurité du tissu économique français. Oui, l'État est décidé à créer les conditions de l'émergence d'une filière de la sécurité privée plus forte. Oui, l'État continuera à être aux côtés de vos entreprises. C'est ainsi que l'on bâtira ce socle de vigilance que le Président de la République appelle de ses voeux. C'est ainsi que l'on donnera sa pleine consistance à la police de sécurité du quotidien. Vous pouvez compter sur le ministère de l'Intérieur et sur l'ensemble de ses services, et je ne doute pas que vous serez à nouveau au rendez-vous. Bon colloque à tous.